Déclaration relative aux conventions signées entre la compagnie aérienne Corsair, l'hôpital américain de Paris et certaines institutions de l'État de Côte d'Ivoire le 15 mai 2025 à Abidjan. Le PPACI a appris le 16 juin 2025 la signature de convention le jeudi 15 mai 2025 à Abidjan entre la compagnie aérienne française Corsair et 5 institutions de la République de Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Ces conventions, au dit de Mme Kandia Kamara Kamisoko, présidente du Sénat, ont pour objet, et je la cite, en plus de permettre aux officiels et leurs familles de voyager à moindre coût et de leur offrir également l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Surpris et indigné par le contenu d'un tel partenariat, le PPACI a immédiatement consulté ses élus, les parlementaires et les élus locaux, en vue d'en savoir davantage. Au terme des échanges, la direction du parti a été informée de ce que ni les députés du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale, ni les maires des 6 communes dirigées par le PPACI n'ont été associés à la négociation, encore moins à la conclusion et à l'exécution de cette convention. Le PPACI considère que ces conventions de traitement préférentiel avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Paris sont en réalité un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement par les structures concernées pour le bien-être de leurs élus, de certaines élites, de leurs familles, au détriment de celui du peuple de Côte d'Ivoire qui les a portés au pouvoir. Le PPACI note surtout que ce partenariat est une atteinte grave aux intérêts économiques et stratégiques nationaux. En ce sens que le choix porté sur une compagnie étrangère pour les vols Abidjan-Paris au profit des officiels ivoiriens porte automatiquement un coup dur à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. En effet, en mai 2024, Air Côte d'Ivoire avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne directe Abidjan-Paris prévue pour être opérationnelle au second semestre de l'année 2025. Et pour parvenir à ces résultats, un investissement colossal de plus de 250 milliards de dollars de nos francs a été réalisé avec l'argent du contribuable ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2012 pour le relèvement et le développement de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Dès lors, le PPACI s'étonne qu'à quelques semaines du lancement officiel de la ligne directe Abidjan-Paris par Air Côte d'Ivoire, des élus du RHDP regroupés autour du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire décident de court-circuiter ouvertement notre compagnie nationale en la privant ainsi de cette clientèle dont elle a énormément besoin pour la réussite de sa mission économique et patriotique. Pourquoi une telle promotion des intérêts étrangers au détriment des intérêts nationaux? La Côte d'Ivoire ne mérite-t-elle pas une promotion de ses intérêts nationaux et même une émergence de ses champions nationaux dans tous les domaines économiques, y compris dans le secteur de l'aviation civile? Le PPACI dénonce et condamne avec énergie ce partenariat établi aussi avec l'hôpital américain de Paris pour le bien-être sanitaire de cette catégorie d'officiels et des membres de leur famille au détriment du peuple ivoirien. Un tel choix démontre clairement l'abandon délibéré des hôpitaux ivoiriens au profit des hôpitaux étrangers
et notamment occidentaux. Ce qui se traduit dans la pratique par la vétusté du plateau technique malgré les 15 années de gouvernance du RHDP. L'insuffisance des infrastructures sanitaires en dépit des discours démagogiques, le manque criard de nombreuses spécialités à ce jour, l'accès difficile des populations aux soins de santé, la qualité approximative des soins au-delà de la fanfaronnade du RHDP et les conditions de traitement salarial médiocres et démotivantes pour le personnel soignant. À ces mots s'ajoute également la grosse arnaque que constitue la couverture maladie universelle de la CEMU, que ses propres initiateurs et promoteurs fuient délibérément maintenant en allant se faire soigner à l'étranger aux frais du contribuable ivoirien. C'est pourquoi le PPACI invite les institutions et les élus impliqués dans ces conventions, avec en compagnie de Corsair et l'hôpital américain de Neuilly à Paris, à se ressaisir pour une fois, en privilégiant l'intérêt général de nos concitoyens et la souveraineté de notre pays. Le président Laurent Gbagbo salue et félicite les citoyens ivoiriens qui ont vigoureusement réagi à l'annonce tonitruante de ce partenariat indigne et offensant à l'égard du peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 19 mai 2025 pour le PPACI, le secrétaire général. Je complète, je donne la parole à Mme Diapikas, deuxième vice-présidente du CSP, pour un complément d'intervention. Merci. Ce partenariat auquel nous venons d'assister est un gros scandale de la République qu'il ne faut pas banaliser. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable en ce qu'il consacre une république à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG, en somme un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple, dont il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat montre des gouvernants qui ne se soucient que d'eux et eux seuls. Quand nous avons suivi les médias et pris connaissance de ce partenariat, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos autorités viennent à la télévision, vu et au su de toute la nation, annoncer de telles énormités? Pourquoi? S'ils s'étaient simplement limités aux officiels, on aurait pu comprendre. Mais aller jusqu'à dire que eux, leur famille, bénéficient, mais de façon privilégiée, des ressources publiques, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et cela ne peut pas laisser le PPACI indifférent. Parce que justement, la majorité des Ivoiriens proient sous le coup de la cherté de la vie. La majorité des Ivoiriens vit avec moins de 2 $ par jour. Et il n'est pas normal que nos autorités aient ce train de vivre. Ils signent une convention avec Corsair, alors que nous avons une
une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Mais ce même jour-là, où cette convention est connue, celui qui en est l'auteur sera contraint à la démission par le peuple français. Sera contraint à la démission par le peuple français. Souvenez-vous de l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget sous le quinquennat de François Hollande, qui avait des comptes qu'il n'avait pas déclarés en Suisse. Et lorsque cela a été révélé par le média Mediapart, ça a créé un gros scandale qui a poussé le ministre à la démission. Parce que pour les Français, un de leurs officiels ne peut pas avoir un compte à l'étranger. Parce qu'il y a des banques en France. Parce qu'il y a des banques en France. Donc, quand nos autorités veulent conventionner avec une compagnie, mais c'est Air Côte d'Ivoire. C'est Air Côte d'Ivoire. Même si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas pour le moment Paris, mais Air Côte d'Ivoire vend des tickets, vend des billets. Quitte à Air Côte d'Ivoire de sous-traiter avec des compagnies qui desservent la destination qu'ils souhaitent. Voilà comment on fait la promotion de nos entreprises. Voilà comment on se montre patriotique. Mais là, on met de côté Air Côte d'Ivoire et on traite avec une autre entreprise. Ce genre d'attitude ne peut plus être accepté. Ce n'est pas concevable. En plus de cela, on nous rabâche chaque matin que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les éloges possibles. Et on s'étonne que ces mêmes autorités-là signent des conventions pour aller se soigner, eux et leurs familles, en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les CHU, autant fermer les hôpitaux, parce que c'est une grosse escroquerie morale. C'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. C'est un aveu d'échec. C'est une révélation de leur échec. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel-là on n'a pas mis à la disposition de ce personnel les moyens d'assurer gratuitement les soins. Donc ils sont obligés de faire payer, de faire des ordonnances. De faire des ordonnances. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'As, Bouna jusqu'à Abidjan. Si vous avez un patient qui tombe en syncope, qui tombe dans un coma à Bouna, le premier service de réanimation que vous rencontrez, c'est à Azopé. C'est à Azopé. C'est-à-dire que le monsieur, il a le temps de mourir. Il a le temps de mourir. Voilà. Mais le CHU qui est là, le CHU d'André, qui est là, qui a à côté d'eux, parce qu'on habite tous Cocody. Ce CHU-là, le scanner de ce CHU-là n'est plus fonctionnel depuis plus de 3 mois. Un scanner qui n'est pas fonctionnel. Le CHU de Yopougon, jusqu'à aujourd'hui, il est fermé. Alors qu'on a annoncé un investissement de plus de 100 milliards pour sa réhabilitation.
100 milliards de ça. Voilà. Et on se demande bien, quand on regarde la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, on se demande bien, mais à quoi a servi la Digbadette? Oui, la Digbadette là, ça a servi à quoi? Puisque les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Et les gouvernants viennent au vu et au su de l'opinion, les narguer. Les narguer. Parce que ça, c'est l'expression du mépris. Aucun respect pour la population. Et s'il reste encore un brin de dignité à Madame Kadian Kawara, parce que c'est elle qui est le visage de cette convention, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle démissionne. Elle n'est plus digne d'être la présidente du Sénat ivoirien. Il faut qu'elle rentre son tablier. Il faut que le président fasse le ménage. S'il n'est pas informé, il faut qu'il fasse le ménage. Oui, d'autant plus que ça devient pratiquement de la routine, une manière de gouverner pour ce régime. On a vu ici le rapport, le dernier rapport de la Cour des comptes, qui a choqué tout citoyen ivoirien. Parce que dans tous les services, les responsables ont été tous épinglés. Des détournements s'élevant à des milliards de francs. Rien n'a été fait. Et c'est un peu comme si ils jouissaient d'une certaine impunité, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent de nos finances publiques et nous narguer. Donc, le PPACI exprime vraiment un ras-le-bol. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses un peu plus longtemps. Et le peuple ivoirien, tout à l'heure, comme l'a dit le secrétaire général, qui a réagi vigoureusement, et nous sommes contents de cette prise de conscience de ce peuple-là, qui commence vraiment à se réveiller, que ce peuple-là se réveille effectivement. En tout cas, il trouvera toujours une oreille attentive du PPACI, il trouvera toujours le PPACI à ses côtés, il trouvera toujours le président Laurent Gbagbo à ses côtés. C'est pourquoi nous les invitons à beaucoup plus de vigilance et à regarder de plus près les actes de gouvernance de nos autorités. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez compris pourquoi nous avons retenu ce format de conférence de presse pour exprimer le ras-le-bol des Ivoiriens et notre propre ras-le-bol. Nous avons dit que nous allons continuer avec trop, c'est trop. Et là, c'est à vous de nous interroger sur ce que vous aimeriez voir développer. Et bien sûr, les quelques incompréhensions qui sont aperçues sur nous. Camarades, animateurs, nous sommes à la disposition des journalistes. D'accord. On va dresser une première liste. Merci beaucoup. Landry. Voilà, on a déjà 5. Non. Le premier intervenant, c'est le confrère Sioui Germain. Avec le micro. Germain Sioui, nous lisons un propos net. Monsieur le Président, ma question, c'est pour attirer votre attention sur un aspect du problème.
afin de mieux approfondir votre commentaire de réaction. Alors, nous apprenons que nos amis de l'autre côté ont signé un partenariat avec un hôpital à l'étranger parce qu'il y aurait des pathologies en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se traiter en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas lesquelles. Mais si on va à l'intérieur, si on fait des évaluations sérieuses, parce qu'il y aurait des pathologies qu'on ne peut pas traiter en Côte d'Ivoire. Ça se fait. Et donc, moi la question que je me pose, pourquoi en 15 ans de gouvernance, dans un pays où on jongle avec les milliards, on n'a pas pu former des techniciens, des hommes assez capables pour affronter toutes sortes de maladies aujourd'hui en 2025. Pourquoi on n'a pas pu le faire en 15 ans de pouvoir? Maintenant, si le technicien, qui a eu cette défaillance et qu'on n'a pas pu, alors, comme nous avons des milliards et que nous jouons avec ça, nous jouons avec ça, et que nous avons les moyens, pourquoi alors nous ne recrutons pas aussi des experts en Côte d'Ivoire pour que leur service puisse profiter à tout le peuple? Parce que tout le monde n'a pas le pouvoir d'aller de l'autre côté, mais au moins, si nous recrutons des experts médicaux sur place, au moins, leur service peut profiter à tout pouvoir. Donc, voilà les deux éléments qui reviennent sur lesquels il faut approfondir notre analyse. Merci. Merci. Watson, soyez concis et précis dans vos questions. Merci. Je suis Gobson, de la Nouvelle Alliance. La NCW a pris en compte une de mes préoccupations. Je vais poser une seule question. Par rapport au partenariat signé avec Corsair, les tenants du pouvoir, dont certains sont déjà intervenus sur les chaînes de télévision, de radio étrangères, disent que c'est une prouesse du gouvernement. Ça veut dire que c'est une prouesse. Parce qu'ils ont réussi à signer un partenariat avec une compagnie aérienne étrangère qui va leur faire désormais des prix bas. C'est une prouesse. Quel commentaire cette affirmation vous explique? Merci. David Brillard. Bonjour Président, bonjour à la table de séance. Je suis David Brillard, je suis promoteur de la route du Canal d'Ivoire et contributeur dans le quotidien du Canal de Genève. Nous sommes ici dans la maison du PPACI, qui est la maison de l'historien. Je voulais faire un peu d'histoire. En 1999, le président de Gbagbo, alors opposant à Henri Konan-Bédié, avait dénoncé ce fait-là. C'était lors d'un meeting à Makoni. Il avait dit, vous construisez des hôpitaux ici et vous partez, vous soignez quand vous êtes malade à l'extérieur. En 2000, Laurent Gbagbo devient président. L'opposition a aussi dénoncé le traitement d'une dame au Maroc. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que nous sommes là pour dénoncer encore une convention qui fait grincer des gens depuis quelques jours. La question, ce ne sera pas pour le RADP, mais c'est pour toute la classe politique. Est-ce que la classe politique ne serait pas en train de se moquer des Ivoiriens? Quand on est dans l'opposition, on prend des positions qui arrangent, d'accord? Dès qu'on arrive au pouvoir, on a des comportements qui laissent à désirer. Alors, moi je voulais que vous nous disiez de qui la classe politique en général, pour parler comme quelqu'un en global, se moque. Merci. 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 Yannick. Merci aux conférenciers. Au-delà de ce que beaucoup qualifient de mépris sanitaire et de vie médicale organisée, il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui est passé sous silence. Alors, il s'agit d'un décret discret du 26 février 2025 entérinant un accord entre la Côte d'Ivoire et la France
Cet accord prévoit l'exemption de visa ou séjour, mais uniquement pour les détenteurs de passeports diplomatiques. En clair, les ministres, les hauts fonctionnaires, conseillers présidentiels, ambassadeurs, députés, présidents d'institutions, etc., et leurs épouses, leurs enfants, proches, désormais peuvent voyager librement vers la France, là où les citoyens lambda font face à des procédures complexes. Tout cela, chers conférenciers, se passe dans un contexte déjà préoccupant qu'on connaît tous. Une présidentielle à venir sans véritable concurrent en raison de la réalisation des figures majeures de l'opposition, dont le président Laurent Gbagbo, un refus catégorique de procéder à la révision de la liste électorale avant la présidentielle. Deux questions. La première, à 5 mois de l'échéance présidentielle, comment interprétez-vous tout cela mis ensemble? Deuxième question, le PPAC ayant un groupe parlementaire, est-ce que le PPAC envisage une action parlementaire ou judiciaire pour exiger des comptes sur la légalité et la légitimité de tel accord? Merci. Merci. Dernier intervenant, Landry Bevrel. Alors, Landry Bevrel, j'ai deux questions. Je ne vais pas concentrer à la séance. La première question, le président Atia l'a dit dans ses propos, pour cette pro. Alors, la question que je pose, la première, alors quel bilan faites-vous à mi-parcours du mouvement pour cette pro? Non, je sors carrément du cas de ce qui est dit. Allez-y. La deuxième question, le président Laurent Gbagbo a-t-il eu des assurances sur sa réintégration sur le fichier électoral pour qu'il décide de mettre sur pied un comité en charge de la collecte du parrainage relative à sa candidature? Ce sont mes deux questions. Merci. Merci beaucoup les amis. Je l'avais dit tantôt que je pourrais qu'il y ait quelques incompréhensions. Donc je vais répondre à la question numéro 5. Il demande de faire le bilan de tous ces cours et de la finance sur le président Laurent Gbagbo pour son inscription. Je pense que ce sont une question qui peut évacuer très rapidement. C'est-à-dire que la rencontre d'aujourd'hui a un sujet très important, un objet très important, c'est ça qu'il s'agit. Il ne faut pas noyer nos interventions de ce jour. Donc, tous ces cours, nous aurons l'occasion de faire le bilan. Aujourd'hui, ce n'est pas le bilan. L'inscription de Laurent Gbagbo avance le parrainage. Ça, c'est notre cuisine interne. Laissez-nous travailler. Le moment venu, on vous informera. Maintenant, la question numéro 1, c'est le Germain. C'est une question très importante. Vous savez, des dirigeants que nous avons en France, ils n'ont jamais de solution à nos problèmes, même s'ils ont été élus sur la base de ADO Solutions. Nous sommes aujourd'hui dans ADO des solutions. Donc à chaque fois qu'on leur pose des questions, ils cherchent des explications qui ne tiennent pas. Quelle pathologie peut-on soigner à l'extérieur? Quelle pathologie on peut soigner en Côte d'Ivoire? C'est un pharmacien qui vous parle. Donc je ne sais pas de quelle pathologie il s'agit. Sur le plan des statistiques académiques, vous avez dit médicales, dans notre pays, nous avons quelques 3 ou 4, maximum 6 maladies. Ce sont des maladies récurrentes et difficiles à soigner. C'est par exemple la drépanocytose, tout simplement. C'est le cancer, c'est le diabète, c'est l'hypertension. À part ces pathologies, quelles pathologies on peut soigner en Côte d'Ivoire? Je vous pose des questions. On nous parle des pathologies, il y a dit héréditaires quelquefois, génétiques quelquefois. Mais quand tu prends la masse de population, combien de personnes tu dois avoir droit ou bien qui sont atteintes par telle ou telle pathologie pour lesquelles il faut mettre en place
un plateau technique spécial. Combien? Ceux qui vont aller te soigner à l'extérieur parce qu'ils ont une pathologie spéciale, quand tu ne fais pas Côte d'Ivoire, sont combien? Comme répondre? Et par rapport à ça, on va répondre à votre question. Je pense que c'est liquidatoire. Ils ont décidé de se faire soigner à l'extérieur. Ça vient. Ça dépend d'eux. Tant que c'était eux tout seuls qui se soignaient avec les personnes qu'ils perçoivent, ou bien les salaires qu'ils perçoivent par rapport aux fonctions qu'ils exercent aujourd'hui, parce que j'étais ministre, donc je ne veux pas non plus cracher de la soupe. Quand tu es ministre, tu as un salaire, tu as une indemnité. Donc par rapport à soi, tu peux te faire soigner où tu veux. Mais à partir de moi, ça devient une affaire d'État. Que la Côte d'Ivoire cotise pour faire des contrats, pour aller faire soigner les gens, c'est ça que nous dénonçons. Un individu peut se lever pour aller se soigner où il veut. Même s'il y a le diabète qu'on peut soigner ici, il peut aller soigner aux États-Unis, c'est son problème. On n'a rien à dire. Mais quand tu dis à moi, dans notre équipe, cotise, pour que le ministre puisse aller se faire soigner quand il veut, il dit non. Je dis non, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on condamne, c'est ça qu'on dénonce. C'est tout simple. Donc quand ils disent qu'il y a des pathologies spéciales qu'on ne peut pas soigner ici, c'est faux. On nous énumère ces pathologies spéciales. Même s'il y avait des pathologies spéciales qu'on ne peut pas soigner ici. À quoi ça sert la faculté de médecine? À quoi ça sert les grands professeurs agrégés que nous avons eu à côté de professeurs titulaires? Je vous dis une seule chose. J'ai eu à faire un examen à Côte d'Ivoire ici. Cet examen a donné des résultats. Quand je suis allé faire ces mêmes examens en France, ça donnait un résultat négatif. Ça veut dire que le professeur qui m'a reçu ici était plus spécialisé que celui que je suis allé voir en France. Parce que c'est la France, c'est peut-être parce que c'est la peau. Mais nous avons aujourd'hui des grandes compétences médicales dans notre pays. Et quand on va au CAMES, notamment la CAMES de santé, nous sommes toujours majors de notre promotion. Nous, même les CAMES aussi des autres disciplines. La Côte d'Ivoire est toujours première. Donc je ne sais pas de quoi nous parlons. Évidemment, nous avons affaire à une équipe de personnalités tout venant. Donc c'est normal qu'ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Mais moi je vous parle en connaissance des causes. Et je mets au défi quiconque de me déterminer ici les pathologies spéciales que les gens ne peuvent pas soigner en Côte d'Ivoire, pour lesquelles on n'a pas de médecins spécialisés, pour lesquels on n'a pas de comme on appelle ça, d'experts, et qu'on doit aller à l'extérieur pour ça. Je les mets au défi. À ma connaissance, il n'y a aucune maladie qu'on ne puisse soigner en Côte d'Ivoire. Même si on ne peut pas soigner la maladie. Voilà ce que je propose pour eux. Il est moins coûteux de faire venir en Côte d'Ivoire un spécialiste pointu qu'on n'a pas ici pour soigner nos parents pendant une certaine période et on les laisse partir, on les paye qu'ils sont bien d'avion, ils ont des frais d'hôtel. Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, mais c'est moins coûteux que de passer des partenariats, comme on est en train d'en parler. Voilà ce que je leur propose, un tout petit peu. Comme vous le savez, ça se fait quelquefois. Merci beaucoup. Ça se fait quelquefois quand les jeunes gens arrivent à Côte d'Ivoire, ils sont par exemple dans une ville et on demande aux femmes de venir pour faire la palpation du sein, parce qu'ils ont le cancer du sein. Ça arrive. Donc ces choses-là, on peut les gérer à moins de coûts. On peut les gérer à moins de coûts. Mais c'est des accords qui sont passés entre ONG. Ce n'est pas entre l'État de Côte d'Ivoire et une ONG quelque part. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je vous ai dit, oui, j'ai un plateau technique super, de haute gamme. C'est un plateau technique hors pair, au-dessus de la moyenne dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'ils nous disent. Et c'est ce qu'ils nous ont dit par rapport à Boaké. Tu as ce plateau technique, donc tu as tout ce qu'il faut. Il suffit d'appeler les spécialistes que tu n'as pas. Et c'est moins coûteux. Donc voilà les contradictions de nos dirigeants. Bien, je pense avoir posé sa question, les camarades pourront ajouter. Alors, la prouesse réalisée par la Côte d'Ivoire pour avoir signé, oui, c'est une prouesse. C'est une prouesse. C'est une prouesse d'avoir prouvé aux Ivoiriens que vous dites capable de les soigner alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. C'est une prouesse. Si quelqu'un peut mentir de cette manière, c'est une prouesse. Parce que moi, à leur place, je ne vais pas mentir de cette façon. Donc, je ne sais pas faire cette prouesse-là. La prouesse de maçon, je ne connais pas. La prouesse de maçon, je ne connais pas. Donc, c'est une prouesse pour nous. D'avoir fait croire aux Ivoiriens que nous, on doit cotiser pour eux. C'est une prouesse.
d'avoir tiré l'argent de ma poche pour cotiser pour des gens, ils sont déjà les hauts placés de la société. Et que moi je viens ici. Vous savez ce qu'on m'a dit un jour, on n'a pas eu beaucoup à l'occasion de cette affaire. On dit, le RATP nous ramène au temps colonial. Quand les colons sont arrivés, ils créaient des dispensaires. Ils veulent pour soigner la paix, soigner la pédagogie. Ils nous donnaient à l'époque, je ne sais pas quel produit nous donnaient à l'époque, mais en tout cas, nous donnaient des Galidans, ainsi de suite, Aspon. Voilà, c'est ce qu'on nous donnait. Mais eux, là, ils n'allaient pas dans nos hôpitaux. Ils se soignaient plein leur bateau et ils vont à France pour se soigner. Donc, on crée des hôpitaux, des écoles du sol, des hôpitaux pour les indigènes. Je suis en train de me demander, est-ce que nos hôpitaux créés ici à Abidjan, nos CHU, nos CHU, Flabaneuf, c'est créé pour nous les indigènes, pour qu'eux ils aillent à l'extérieur pour les soigner alors que ces populations-là? À vous de poser la question. Donc pour nous les indigènes, on crée des hôpitaux qui ont des plateaux techniques haut de gamme. Ils regardent ça, ils laissent ça et ils s'en vont se soigner à l'extérieur. On est revenu au temps colonial avec la gouvernance RHDP. C'est ça la promesse. Oui. Alors on me dit que le président Gbagbo est allé se soigner au Maroc. Mais vous aussi. Et c'est ça que tu vois, bon, c'est pas de mépriser les amis parce que c'est les autres qui nous méprisent nous tous. Vous journalistes, moi y compris. Donc, moi je ne suis pas là pour vous mépriser, mais informez-vous un peu. Si même si le président Gbagbo était parti se soigner à l'extérieur, en l'occurrence au Maroc, le Maroc est situé où? Sur quel continent? Chers amis, la question. Continent africain. Donc, au moins là, on peut déjà dire que le président Gbagbo est allé dans un hôpital africain par rapport à l'hôpital européen. Ça parle déjà du panafricanisme. Et au-delà de ça, vous savez à quelle période, à quelle époque le président Gbagbo est parti au Maroc? C'était au moment où nos hôpitaux étaient dirigés par la rébellion. Regardez bien les dates. Regardez bien les dates. Donc à ce moment-là, malgré sa volonté, malgré sa bonne volonté, malgré son courage, malgré son engagement, ceux qui devaient faire cette affaire n'étaient pas à la place. Ils n'avaient pas la confiance requise. Donc il y a aussi ça. Qui est parti au Maroc, c'est le panafricanisme, ce qu'il a posé comme acte, ça servait à l'Afrique. Mais le plateau technique, c'était l'affaire de la rébellion à cette époque-là. Donc il ne comprenait pas les moments et les circonstances. Yannick dit qu'un décret a été signé pour que ceux qui ont les passeports diplomatiques puissent aller facilement en France sans demander des visas. Mais ça, on le sait. C'est pour ça qu'ils se battent, pour mériter, de la confiance, pour être dans les bonnes grâces du pouvoir français, il faut le dire. Eux, ils ont les passeports diplomatiques. Eux et leurs enfants, et leurs camarades, leurs collaborateurs. Nous, on n'a pas les passeports diplomatiques. Donc nous sommes comme vous. Pour entrer ici, si on est malade, on peut mourir tranquillement. Donc il y a pas de technique. Et là, le niveau là, ça c'est pour nous, c'est pas pour eux. Et ils ont fait ça pour préserver de l'avenir. Je vous apprends que quand on est ministre, ou quand on a été ministre, quand on a été député, on a droit à un passeport spécial et un passeport diplomatique. Moi, tu peux parler. Je n'ai pas de passeport diplomatique. J'ai été député, j'étais ministre, 10 ans, je n'ai pas de passeport diplomatique. J'ai déposé mon dossier, on ne peut pas m'attendre. J'ai jamais de passeport diplomatique. Voilà la Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire de nos dirigeants. C'est-à-dire, ceux qui ont gouverné hier sont des parias, ils n'ont droit à rien. Donc, ils ont fait un passeport diplomatique pour voyager et c'est pour corroborer tout ça, c'est pour consolider tout ça qu'on fait des accords avec les compagnies aériennes et des accords avec les hôpitaux. Je vous apprends que l'hôpital Mère-Enfant de Benjaminville, l'hôpital Mère-Enfant de Benjaminville a un partenariat avec l'hôpital américain de Paris, mais aussi un partenariat avec Conseil. Alors suivez-moi, regarde. Bien, je peux avoir répondu. Comment Berger, tu donnes la parole. Merci, Président.
que moi je voudrais dire, c'est l'observation qu'on fait tout de suite quand on regarde les tenants actuels de pouvoir se comporter. À force de se sentir puissants, à force d'être grisés par le pouvoir qu'ils ont pris dans les conditions qu'on connaît, ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Parce que s'ils avaient un peu de ce qu'on appelle l'humilité qui grandit les grands, ils n'allaient pas poser l'acte qu'ils ont posé. Pour que le premier responsable d'une institution aussi importante s'émerveille, se réjouisse d'avoir signé un partenariat. Ce n'est même pas un agent administratif, mais c'est pratiquement au sommet de l'État qu'on se réjouisse et qu'on dit que désormais les institutions, les officiels de ces institutions, pour les missions officielles et même pour les voyages, les vacances avec leur famille, nous sommes allés négocier pour qu'ils aient des prix bas. Terre à terre, c'est ce que ça veut dire. Avec les premiers responsables de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons négocié pour que les premiers responsables de ces institutions et leurs familles aient des prix bas. Mais quelqu'un a parlé du contexte tout à l'heure. Si on était dans une démocratie où il n'avait pas l'écrasante majorité des manettes du pouvoir, et le Sénat, et l'Assemblée nationale, et toutes les institutions de la République n'étaient pas dirigées par eux, ils n'allaient pas faire la confusion entre les institutions et les familles. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux sur ça. Ils confondent tout. L'État, c'est eux. Les institutions, c'est eux. Mais ça, ce n'est pas eux seulement. C'est aussi leurs conjoints, leurs ascendants, leurs descendants, leurs latéraux. Voilà. C'est dans ça que nous sommes. Et ça, on a ce genre de comportement lorsque les gens ont cultivé le nombrilisme du pouvoir à son sommet. Si l'État de Côte d'Ivoire allait négocier des rabais sur des prestations pour les missions officielles de l'État, on aurait dit qu'ils sont en train de travailler pour diminuer les dépenses. Ça veut dire que si je veux envoyer Katina en mission pour le compte de l'État, l'État négocie pour que le billet d'avion qu'on va payer là sur le budget de l'État soit moins cher. Je vais dire bravo. Mais je ne me dis pas ça. Comme je sais que Katina et moi, nous sommes au pouvoir et qu'on détient 99,99% des leviers du pouvoir, donc je dis, si Katina doit voyager, comme c'est nous qui sommes au pouvoir, alors, même s'il doit aller en vacances en France ou bien en Allemagne ou aux États-Unis, eh bien, tu vas aller négocier en tant qu'État pour que l'individu Katina, lui et sa famille puissent se bénéficier. Mais cerise sur le gâteau, il dit d'ailleurs, même s'ils sont malades, eh bien, ils vont aller aussi à l'hôpital militaire américain de Neuilly, à Paris, où la consultation coûte entre 500 000 et 1 million. Donc, on a ce genre de comportement lorsque on est dans un système où on se dit, on est au pouvoir pour 50 ans, pour 200 ans, et puis ensuite, il n'y a que nous, les autres ne comptent pas. Donc, quelquefois, même ça se fait à l'insu d'eux-mêmes. Ils ne font pas exprès. Ils ne font pas exprès. À force d'être sûr que tout ce qu'on fait à eux, ils oublient le minimum. Ça, c'est la première observation que je voulais faire. La deuxième, nous l'avons dit ici, mais il faut qu'on le redise. Nous, dans notre déclaration, nous avons parlé de l'intérêt général des concitoyens et de la souveraineté de notre pays. Les pays qui se respectent, ils ont des secteurs stratégiques qu'ils essayent de tenir. L'électricité, l'eau, le gaz, le transport, tout ce qui impacte directement la vie du citoyen, là, l'État essaye de maîtriser ça. Et c'est pour cela que cet État doit avoir sa compagnie aérienne, s'il le peut. Or, la Côte d'Ivoire, on avait Air Ivoire, et devient maintenant Air Côte d'Ivoire. Mais est-ce que
Air Côte d'Ivoire, on ne peut pas lui donner la primauté du transport aérien en Côte d'Ivoire. Donner de la valeur à notre compagnie nationale. Quand tu vas en France, et le SGA Bakayoko m'a donné un petit coup là-dessus, quand tu vas en France, c'est Air France qui donne les autorisations aux autres compagnies pour atterrir à Orly. Parce que quand ton avion atterrit, il y a des activités au sol. Changer le carburant, nettoyer ceci, ce qu'on appelle la maintenance au sol là. Mais c'est la compagnie nationale qui distribue. Du coup, quand l'État doit faire quelque chose, l'État passe par sa compagnie nationale, à elle de dire à Bruxelles Airlines, ou bien à Lufthansa, ou bien même à Air Côte d'Ivoire, assieds-toi ici, fais-toi là, tu dois atterrir tel jour, et tout, et tout. Pourquoi nous, on ne travaillerait pas à faire en sorte que ce soit Air Côte d'Ivoire qui distribue les agréments en Côte d'Ivoire pour atterrir sur nos aéroports nationaux? Dans tous les cas, nous au PPAC, on avait une vision qu'ils ont interrompue par la rébellion et le coup d'État. On l'a toujours. C'est la vision de la souveraineté. Et dès janvier 2026, puisqu'on revient en 2026, dès qu'on revient, c'est ça qu'on va faire. Travailler pour que les secteurs stratégiques soient contrôlés par l'État, parce que ces secteurs stratégiques étaient contrôlés par l'État, c'est Alassane Ouattara, Premier ministre en 1990, qui les a démantelés. On doit les remettre en place et faire en sorte que l'État travaille pour les citoyens. Faire en sorte pour que l'État travaille pour les citoyens. Faire en sorte que Air Côte d'Ivoire soit une vraie compagnie nationale. Et comme nous sommes dans le panafricanisme, à terme, c'est de retrouver une compagnie africaine, à l'image de Air Afrique à l'époque, mieux gérée, plus autonome et qui travaille pour les Africains. Et non, c'est gargariser, parce que le blanc t'a donné un peu, du coup, vous venez dire, voyez, je suis fort, hein, je ne suis pas dit sur le blanc, il m'a donné ça. Nous, le PAC, les enfants de Laurent Gbagbo, on ne mange pas de ces pains-là. Et c'est à ça qu'on veut préparer la Côte d'Ivoire. Merci. Comme la convention est maintenant dans le domaine public, il faut que nous en mettions les tenants et les aboutissants. Nous avons besoin de savoir la nature même de cette convention. Comment cette convention a été signée? Et qui l'a signée? Et combien ça coûte aux contribuables ivoiriens? Maintenant qu'ils nous ont révélé ça, la suite c'est de nous dire ce que ça nous coûte. Ce que ça coûte au budget de la Côte d'Ivoire. Et donc, heureusement d'ailleurs, que nos députés, nos maires et autres n'ont jamais été associés, n'ont jamais été informés d'une telle convention. Alors qu'ils sont députés et ils sont maires. C'est dire qu'effectivement, c'est une affaire qui a été comportée de bout en bout par le RHDP. Donc combien ça nous coûte? Maintenant, on va savoir ça. Et je fais confiance à nos élus pour mener le débat à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin d'une commission parlementaire soit mise sur pied pour en savoir davantage sur cette convention. Est-ce que ça a été fait par appel d'offres? Est-ce que c'est du gré à gré? Combien ça coûte? Il faut que nous le sachions. Quelqu'un, un journaliste, a parlé du président Gbagbo pour essayer de mettre cela en balance avec la situation actuelle. Mais en 10 ans de gestion de la mer, combien de fois le président Gbagbo est sorti pour se faire sortir? En 10 ans de pouvoir, est-ce que vous pouvez nous le dire? Voilà. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il ne tombait pas malade. Mais le président Laurent Gbagbo s'est toujours soigné ici. C'est toujours soigné ici. Et il faut qu'on fasse attention. On parle d'une convention où des officiels ivoiriens étendent le bénéfice à leur famille. Ça ne vous touche pas. C'est ça qui n'est pas normal, c'est ça qui est scandaleux. Oui, toi, tu
tu as une mission officielle pour l'État de Côte d'Ivoire, tu peux bénéficier de certains privilèges. Mais ta famille, le personnel de maison, tes amis, en quoi est-ce qu'ils sont concernés par ta vie? Et pourquoi ils peuvent bénéficier des fonds publics en tant que qui? C'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Nous, ce qu'on leur demande, c'est que l'argent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à donner un peu pour le peuple. Ils n'ont qu'à donner un peu dans les hôpitaux. Ils peuvent aller se faire soigner où ils veulent, mais il ne faudrait pas qu'ils nous laissent mourir. Parce qu'il n'y a rien dans nos hôpitaux. C'est ça. Il n'y a vraiment rien. Donc, un scanner, c'est combien? Un appareil pour faire une échographie, ça coûte combien? Même les césariennes. On a proclamé abondamment ici que c'est gratuit, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et nos hôpitaux sont devenus de véritables mouroirs. De véritables mouroirs. Quand vous allez au Chipetras, ce sont des véritables mouroirs. Mais au grand désarroi, aux grandes dames de ces médecins qui sont qualifiés. Voilà. On a de grands professeurs de renom et de renommée mondiale. Mais il a besoin d'un minimum de matériel pour exercer son art, pour sauver des vies. Et ça, il n'y en a pas. Et c'est vraiment révoltant de voir à côté les agissements de nos autorités. Ils se lèvent, ils s'en vont se faire soigner, et nous, on peut mourir tranquillement dans nos hôpitaux. Parce que sans le peuple, ils ne sont rien. Sans le peuple, ils ne sont rien. Donc il faut qu'ils pensent au peuple. Et le peuple a besoin de se soigner. Le peuple a besoin de se nourrir. Voilà, aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a eu un incident, un incendie plutôt, au grand marché d'Agamé. Regardez dans quel désarroi ça laissait. Mais on a de gaspiller autant d'argent. Il y a des actions sociales à faire là. Il y a quelque chose à faire pour ces commerçants qui ont tout perdu. Et qui ne savent plus à quel sens se vouer, des mères de famille qui sont même au bord du suicide parce qu'ils ont tout perdu. On a besoin d'un État qui est humain, qui a un visage humain, des dirigeants qui pensent au peuple. C'est ça qui nous reprend, qui nous peut placer. Sinon, il y a des Ivoiriens qui ont l'argent, qui prennent un guet privé, ils voyagent, ils vont se faire soigner partout où ils veulent. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est son argent. Mais l'argent qui nous appartient à nous tous là, avant de dépenser ça, il y a des règles. Il y a des règles avant de dépenser cet argent. Et on a besoin de savoir. C'est pourquoi il y a un budget. Et le budget est issu de tout. Puisqu'il est publié. On le connaît. Donc cette convention-là, il faut qu'on sache comment, dans quel contexte, dans quelles conditions elle a été signée, qui l'a signée, combien ça nous coûte. Puisque maintenant on est informé. Donc nos députés à l'Assemblée nationale, et même les autorités qui peuvent nous faire la lumière dessus, ont l'obligation de nous expliquer. Et il faut que les députés entendent ceux qui ont signé cette convention-là pour que le peuple sache effectivement ce qui a été fait. Voilà ce que je voulais